Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve toujours avec Will, comment ça va? Ça va et toi François? Ouais, ça fait du bien de te retrouver Mais une fois de plus. Pareil. Aujourd'hui on a la chance d'avoir un nouvel invité, Peterson, salut. Hello, c'est moi qui ai de la chance du coup d'être invité. Merci de nous faire l'honneur d'avoir fait tout ce chemin pour venir nous voir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas s'il te plaît? J'aime bien cet exercice, c'est souvent compliqué parce qu'il faut me dire plein de choses rapidement. Non, là t'as le temps. Mais j'ai le temps, du coup c'est cool. Bah écoute, moi c'est Peterson, jeune lausannois, parce que je suis vraiment lausannois de souche, on peut dire ça comme ça. Entrepreneur culturel, en lien avec la musique et l'art de manière générale. Donc je suis passionné en fait de musique. Mon travail vraiment c'est de mettre en avant les artistes, leur donner les outils en tout cas pour qu'ils puissent être le plus exposés. Donc avec une agence de management et de production exécutive, on fait du label service. Et autrement, j'ai aussi pas mal d'expérience dans la partie événementielle culturelle, avec des événements culturels, donc Mont-Lausanne, des établissements, donc des buvettes au bord du lac avec des expositions. Trop bien. Et voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous parler du coup de Mont-Lausanne? Parce que tu l'as cité. Ah, alors ouais, Mont-Lausanne, ça a commencé en association il y a maintenant 8 ans, enfin ouais, même 9 ans. De base, c'était vraiment un projet avec des amis. Moi, je faisais de la musique et de la photo. Et le but était de permettre à tous ces jeunes qui faisaient justement de la musique et de la photo de se retrouver à un seul endroit. C'était de créer des événements avec des expositions et avec des concerts de musique. Et de permettre aussi aux gens de différents milieux de se côtoyer. Tu sais, moi, j'ai grandi à Malais, pour ceux qui connaissent Lausanne, c'est le quartier sud, un peu justement excentré de la ville. Et c'est vrai que quand je faisais de la photo, je savais pas comment je pouvais faire en sorte que les gens viennent voir mes photos en dehors de Facebook à l'époque. C'était compliqué, c'était en dehors de Facebook. Et puis je me suis dit, comment on peut faire une espèce de concert, mais d'images. Et du coup, c'était un peu de mixer les deux en disant, voilà, on prend un local, on crée une exposition, mais qui est à l'opposé de ce qui se fait dans les galeries d'art classiques. Et du coup, de faire en même temps de mélanger plusieurs arts, en fait. Et du coup, ça a créé Mont-Lausanne Exposition, qui est devenu après une association et après un festival. C'est malade. Trop bien. T'es tout seul dans cette association ou t'as parlé d'amis ou comment ça s'est créé un peu au tout début, genre c'était quoi l'idée? Tu nous en as parlé, mais avec tes amis, vous êtes combien dans ce... Complètement. Du coup, dans Mont-Lausanne, maintenant, ça a évolué. Maintenant, on a une agence, donc on a une entreprise. On a toujours la partie association qu'on garde pour quand on fait l'exploitation des buvettes l'été, où on fait la programmation. Et là, justement, on est 5. Au début, quand on a commencé au départ, on était 15. Ah ouais, ok. Donc, c'était vraiment... moi, je l'ai co-créé avec justement 2 personnes. Ok. Et c'était vraiment le but d'avoir... un truc légal déjà pour commencer. Oui. Tu dois être 3 du coup. Tu dois être 3 minimum. Enfin 2 en fait, tu peux être 2 personnes minimum maintenant pour faire une association. C'était d'être vraiment juste constitué avec quelque chose de légal. C'était surtout de pouvoir en fait créer une structure, créer des projets qui sont pérennes, d'avoir justement des demandes de fonds, et de faire un truc clean. Et puis du coup on a fait plusieurs événements, on a été remarqué par la ville de Lausanne aussi parce qu'on a gagné un concours, le Grand Prix Jeunesse, qui était justement des projets un peu innovants de la ville de Lausanne. Et du coup ça nous a ouvert des portes, plus de structures, plus de fonds aussi, de moyens, plus de vision aussi qui était aussi plus lointaine. Et puis fil en aiguille, des gens du coup ont grandi, d'autres ont créé d'autres projets. Moi, je suis toujours resté dans ce projet-là parce que c'était aussi mon bébé. Et du coup, je l'ai fait évoluer aujourd'hui en entreprise, une partie, et puis une autre partie plutôt à l'extérieur, culturel. Hyper intéressant. Ça occupe 100% de ton temps maintenant, Mont-Lausanne? Plus que 100%. Ok. Franchement, 100% maintenant parce que du coup, je travaille à Mont-Lausanne. Mais aussi dans mon temps, dans l'esprit, j'ai envie de te dire, parce que je développe l'agence à fond et du coup tout le temps c'est de réfléchir à les différents moyens que j'ai que j'ai envie de créer plutôt pour le faire développer. Trop stylé. Trop stylé. Yes. Donc là tu parlais d'artistes donc dans la musique. C'est vrai que depuis quelques années il y a vraiment, j'ai l'impression, un shift. Tu dis si je me trompe, mais en tout cas de mon point de vue il y a un shift où avant en fait les artistes on était focalisés vraiment sur leur musique pure et moins sur leur image directement. J'ai l'impression que c'est en train de changer quand même maintenant, et ça fait un petit moment que ça a changé, où maintenant on associe beaucoup leur image avec leur musique.
limite, la musique, des fois, devient limite secondaire. Tu vois ce que je veux dire? Je m'explique, c'est que maintenant, on associe beaucoup de « Ah, bah, je sais pas, t'as vu le clip de Nekfeu ?» Je prends un exemple un peu bidon. Bah, en fait, c'est beaucoup, tu t'as vu le clip de Nekfeu, et c'est moins, t'as écouté son album. Enfin, j'ai un peu cette impression que maintenant, le visuel est très important pour l'artiste. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et de cette évolution? La question, elle est intéressante. Moi, je suis d'avis des fois contraire aussi. Ouais. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un truc beaucoup plus de niche, en fait. Je trouve que, du coup, l'image, en fait, elle permet de vraiment compléter la direction artistique musicale et surtout de s'identifier. C'est marrant que tu aies parlé de Nekfeu, parce que je pense que si on revient 10 ans, 12 ans en arrière, le fait que Nekfeu arrive, en fait, un peu dans le rap, entre guillemets, et avec des images, ça a permis à beaucoup de jeunes en fait d'ici en Suisse par contre de se reconnaître aussi à travers justement ces images, le fait qu'on voit qu'il est blanc aussi peut-être, tu vois, dans le sens où avant peut-être le rap c'était hyper connoté en mode musique, c'est peut-être des noirs qui font de la musique, le rap et tout ça, et du coup ça permettait d'ouvrir aussi sur des possibilités et du coup je trouve que l'image elle est toujours importante, elle a toujours été importante aussi avant, aujourd'hui peut-être beaucoup plus parce qu'aujourd'hui la musique elle se traduit plus sur les réseaux, sur des capsules, sur des choses qui sont beaucoup plus directes, impactantes et ouais. Mais c'est vrai que dans l'intro je me suis pas juste présenté dans la partie musique, effectivement c'est vrai que l'expertise que j'ai au niveau musique c'est que je suis manager de plusieurs artistes. J'ai été justement pour Rama Jackson, pour Lacna, Chien Bleu, notamment. Et du fait que j'ai fait de la photo aussi en tant que photographe, je trouve que c'est assez cool parce que du coup, j'ai vraiment ce côté de l'image qui est pour moi aussi important, l'esthétique. Et du coup, je fais attention à ces choses-là. Bah justement, en parlant de ça, c'est hyper intéressant que tu en parles maintenant. En parlant de ça, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment, quand j'imagine, toi, tu es un artiste, tu rencontres un artiste, tu deviens manager, comment tu construis cette direction artistique avec l'artiste? C'est beaucoup de... Enfin, la direction artistique, c'est très, complexe parce que du coup, ça regroupe beaucoup de choses, notamment la direction artistique de l'image, de la musique. Tout à fait, ouais. Si on parle peut-être plus d'image, c'est vraiment de trouver en fait des références en lien avec la musique qui va habiller, on va dire, la musique. Du coup, c'est vraiment typiquement un exemple si, je sais pas, tu as un artiste qui a un style de musique hardcore, tu vois, genre, et hyper brut, c'est difficile de le voir, en fait, habillé de manière très douce, d'être parlé très doux. Donc, c'est vraiment d'essayer d'être cohérent d'abord entre ce qu'il va projeter dans sa musique et dans cette partie d'image, et puis après de vraiment trouver des références en lien, par exemple, avec des couleurs, avec justement aussi des visuels, tu vois, qu'on va faire. On va faire un vision board, un mood board un petit peu de ce qu'il aime, ce qu'il attire, et de faire un entonnoir après toutes ces références et de affiner à chaque fois en fait sa direction artistique avec le temps, parce que ça prend du temps la direction artistique. Et toi, tu as fait toi-même de la musique, tu disais aussi? Ouais. À la base? À la base, ouais. Tu faisais quoi? Je faisais du rap. D'accord. Aussi. Ouais, je faisais du rap. On était en solo, en duo après avec Armand Jackson. Ensuite en groupe avec un collectif qui s'appelle le collectif de Lausanne, de Lose. Et après avec plusieurs. Donc il y a un moment donné où tu t'es dit, tu as lâché un peu la partie rap en tant qu'artiste. Par contre, tu as managé un petit peu ça en tant que photographe, DA, etc. Complètement, de ouf. Je faisais vraiment beaucoup plus de la musique pour moi au départ. Après, ça a pris. À l'époque, où il y avait aussi un petit buzz autour de ce qu'on faisait à l'époque. Après, on a aussi signé aussi des différents contrats qui étaient du coup moins intéressants à cette époque-là. Et pour moi, j'étais beaucoup plus attiré par la partie justement de gestion, en fait, on va dire, de projet qui était beaucoup plus grand. Et vu que je faisais de la photo et que c'était un peu au départ moins bien vu, on va dire, c'était pas très à la mode de faire de la photo et tout, donc je me disais, mais comment je peux transformer ça en quelque chose de cool comme avec la musique. Et du coup, je me suis focus là-dedans et puis je me suis dit, je crée un peu des équipes autour, des artistes en fait. Moi, je peux faire de la photo pour les artistes et puis créer du contenu. Et du coup, de fil en aiguille, c'est devenu du management, c'est devenu de la gestion de projet. Ok. Mais là, du coup, tu parlais, on en parle depuis le début que tu es manager. Mais concrètement, ça veut dire quoi en fait? Tu vois, concrètement. Ouais. Alors, manager, ça veut dire... C'est genre là, il y a un artiste qui vient, tu le repères. C'est quoi un peu les étapes? Comment ça se passe? De ouf, il y a un travail de détection qui est important. Du coup, c'est vraiment déjà
d'écouter beaucoup de musique, donc d'être attentif aussi aux tendances actuelles, entre guillemets, et aussi à faire de la potentiellement veille. Faire de la veille aussi, à ce qui va aussi potentiellement devenir intéressant dans le temps, de repérer aussi la communauté autour de l'artiste. Donc déjà, au départ, c'est peut-être une petite communauté, mais aussi de voir est-ce qu'il est entouré, qui sont les gens qui sont autour de lui, qui peuvent aussi l'aider, on va dire, sa petite équipe aussi autour, de comprendre déjà en fait sa direction artistique future, parce que des fois, même si elle n'est pas encore affinée, elle n'est pas encore claire, elle est en tout cas percevable, on peut la voir en fait, en tout cas à travers les paroles ou bien déjà aussi le positionnement de l'artiste. Et puis après, c'est vraiment de l'aider en fait à peaufiner tout ça, donc de vraiment faire le garde-fou et l'entonnoir, j'aime bien le dire, mais surtout d'être là en disant voilà, réussir à être là comme un coach sportif qui est derrière quelqu'un qui veut perdre du poids ou bien se muscler, et d'être là et de tailler ça à fond. Et voilà, au départ, ça commence en tant que manager, donc de ces artistes que j'ai cités avant. Et maintenant, avec l'agence, on a une agence de management et de label service. C'est qu'on fait du coaching pour plusieurs artistes, où on les aide à justement atteindre leurs objectifs au niveau artistique. Et du coup, on fait du consulting aussi pour les accompagner à être là où ils doivent être complètement. C'est hyper important d'avoir un regard comme ça en fait sur les artistes, je trouve. Quand peu importe la chose que tu fais dans l'art ou même dans ton travail, je trouve des fois, quand t'es la personne principale qui le fait, t'as pas le recul nécessaire pour voir ce que t'es en train de faire en fait. Ouais, complètement. Et ces artistes, je pense en plus qu'ils sont encore plus à fleur de peau, tu vois, sur leur art, sur leur truc. Bah en fait, des fois, t'es un peu dans ta bulle. Et d'avoir un regard extérieur d'un manager, de quelqu'un qui dit, tu vois, c'est ça tes forces, tu vois, bah là, là, on voit qu'il y a une petite faiblesse au niveau de ton image par rapport à ce que tu produis comme contenu et tout. Bah, en fait, c'est hyper riche. On le vit aussi dans la DA de manière générale, en fait, tu vois. Nous, en tant que photographe, filmmaker, réalisateur, tu vois que si tu es à fond dans ton truc, puis que tu n'as pas un regard de DA à côté, tu n'avances pas trop, en fait. Et puis tu passes à côté de certaines choses. Mais du coup, cette relation artiste et puis manager, elle se passe bien ou elle se passe comment? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent... en fait, non, c'est pas qu'on entend souvent, mais l'artiste en fait qui crée sa musique, son univers, des fois, il va peut-être rentrer en conflit aussi avec vous. Comment vous arrivez à faire des compromis, mais en tout cas un pas l'un vers l'autre pour que ça se passe bien? Parce que je pense des fois, il peut y avoir des... les tensions, elles sont les plus connues, c'est beaucoup entre artistes et producteurs. Ok. Donc, le producteur, c'est lui qui finance donc, le label, la maison de disques et tout. Donc ça, c'est souvent le cas parce que des fois, les gens s'entendent moins. Manager, c'est différent parce que c'est vraiment... Des fois, on oublie que c'est l'artiste qui engage le manager et non l'inverse. Donc l'artiste engage le manager comme partenaire pour justement... le manager, c'est comme un commercial en fait. C'est celui qui va démarcher et trouver les bonnes opportunités dans l'intérêt de l'artiste. Et il est payé en commission en fonction de ça. Du coup, des fois, quand c'est pas bien compris, surtout au départ, quand il y a moins d'enjeux pour les artistes, ils pensent que le manager, c'est le producteur, c'est le financeur, c'est tout. Et du coup, il y a des fois ce truc d'intérêt où le manager, il se met peut-être plus en avant que l'artiste, ou bien il parle en son nom et moins au nom de l'artiste. Et du coup, je pense que ça va moins bien. Mais moi, j'essaie toujours de développer de l'amitié avec les artistes parce qu'en fait, on est présent vraiment dans l'ensemble. Ça concerne beaucoup de choses, ça concerne les finances, ça concerne beaucoup de choses. Donc, du coup, il y a vraiment cet aspect de confiance et de relation qui est nécessaire en fait, pour développer, pour avoir du résultat. En tout cas, c'est important. En fait, il y a un peu t'es au service de l'artiste, en fait. Ouais, complètement. Et tu l'aides à le propulser. C'est ça. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et puis, je pense après, un bon manager, c'est quand même celui qui a, certes de l'expérience, mais qui est quand même très... qui est très charismatique, qui arrive à apporter plus à l'artiste dans le sens où le manager, il est vraiment embêtant, quoi. Il faut que l'artiste se dise, voilà, moi, je sais que c'est le meilleur manager pour moi parce que limite, il connaît mieux que moi, en fait. Il faut qu'il connaisse mieux, il faut me connaître mieux que l'artiste. Et surtout, de réussir à comprendre l'univers de l'artiste, mais vraiment à 100%, pour vraiment défendre un projet et pas juste l'artiste, mais un projet de manière globale, avec l'équipe, avec tout ce qui l'englobe, et de vraiment aller sur une vision long terme je pense que quand tu as commencé, les réseaux sociaux, c'était pas encore le méga feu. Enfin, c'était moins puissant qu'aujourd'hui. Maintenant, comment tu gères un peu cette image de tes artistes sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Comment ça se passe? Ça change tous les jours, j'ai l'impression. Les algorithmes, ça, c'est clair.
Je trouve que c'est une bonne chose en fait, en vrai. Ouais. Même si pour certains, c'est plus difficile parce que du coup, ils sont peut-être pas placés sur les réseaux dès le départ. Mais je pense que c'est une très bonne chose parce que la musique, elle voyage plus rapidement. Elle voyage vraiment, elle voyage pour le coup parce qu'elle va vraiment hors des frontières. Chose qui était moins évidente à l'époque en tout cas. Complètement, ouais. Je pense que le problème, entre guillemets, si je peux dire ça comme un problème, c'est que du coup, la musique, elle est calculée. Elle est moins spontanée. Okay. Du coup, les artistes peuvent calculer en se disant, ouais, bah, ça a marché sur TikTok. Peut-être que si je fais un son de ce style-là. Et ça enlève le côté plus organique où la musique doit, pour moi, avant tout exister. Elle doit être créée de manière naturelle. Elle doit être vraiment vivante, authentique. Et ensuite, on crée des stratégies qui rentrent dans cette musique-là, mais de ne pas faire l'inverse, en fait. De pas... Mais ça, on en a parlé plusieurs fois, mais au niveau de tous les arts, hein, on retrouve ça, et surtout en photo et en vidéo, où tu vois, les réseaux sociaux, c'est tellement visuel que du coup, tu dis, ah, tel contenu a marché, donc c'est que c'est la meilleure chose. Et en fait, tu rentres dans un espèce de tout le monde fait pareil. Un moule, en fait. Hyper vite. Abusé. Et le nombre de personnes avec qui on a causé qui nous disaient, mais moi, je regarde plus parce que sinon, en fait, ça bousille mon art. Et je pense que c'est vraiment ça. Mais vraiment. Moi, je peux dire que moi, je dois faire un retour en arrière. Dans le sens que mon cerveau, il a été nourri, ou plutôt démoli, par justement toutes ces choses. Et maintenant, je vois des trucs, je suis là, ah, c'est beau. Puis en fait, non, si tu fais des arrêts sur image, tu fais des trucs, t'es là, non. Concrètement, c'est pas beau, c'est juste qu'ils arrivent à te donner une émotion avec une musique, avec un truc, machin et tout. On est sur les réseaux, ça dure 5 secondes. Mais concrètement, c'est pas ça. Et comme tu disais, tout se ressemble. Et je pense que c'est exactement la même chose avec la musique. T'as l'impression, t'as des trucs là qui percent en musique. T'es là, mais je comprends pas, c'est de la merde en fait. Mais c'est fou, alors que tu te dis quand même, enfin moi je suis surpris quand je découvre un contenu, peu importe, vidéo, photo, musique, où je me dis, waouh, ça c'est un vrai artiste qui a trouvé un truc où on peut pas tout réinventer, mais il y a une approche où tu sens la sensibilité de la personne. Et puis, c'est vrai qu'au début, tu es un peu impressionné, surtout quand tu commences dans un art. Tu te dis, ah waouh, lui, il fait ça, 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 ça. Et en fait, tu te rends compte que c'est très technique, très cadré dans un truc qui plaît à tout le monde. Et puis... c'est les tendances. Et puis, comme tu t'en parlais avant, tu disais, mais que ça devient aussi plus des marchés de niche, en fait, aussi, certains artistes. Mais pour rebondir aussi dans ça, c'est vrai qu'en fait, c'est à la fois, c'est lourd, en fait, parce que du coup, il y a pas mal de contenus qui se ressemblent, mais... C'est aussi pour moi une compétence extrêmement... Enfin, il faut vraiment être fort pour réussir à créer du contenu hyper catchy. Parce qu'on est dans le marché de l'attention aujourd'hui. Et l'attention, on cherche tout ça en fait. Et c'est tellement compliqué de l'avoir aujourd'hui sur les réseaux que pour moi, de réussir à avoir quelque chose de qualitatif en termes de musique, en termes de matière grise, et de réussir à transformer cette matière grise en quelque chose de captivant. En fait, c'est un peu... ce qu'on voit sur les réseaux, c'est vraiment le truc qui nous attrape et qui après permet aux gens d'aller voir tout l'univers de l'artiste. Donc pour moi, c'est vraiment de réussir à continuer à faire de la bonne musique sans être influencé par ces réseaux, mais d'avoir quand même des contenus en tout cas stratégiques qui sont catchy, qui permettent à chacun de venir et de rentrer en fait, dans cette porte-là et de voir l'univers après de l'artiste qui est complet et qui est pas justement calculé pour le coup. Et par rapport à ça, toi qui es un artiste aussi, que ce soit musique ou photo, et qui doit maintenant produire un contenu comme manager qui est vu par du monde et qui fonctionne, comment tu te sens comme artiste aussi là-dedans en fait? Est-ce que des fois, du coup, là, tu es plus en mode prod où tu sais que ça va marcher, donc tu le fais? Ou est-ce que tu restes dans cette espèce de recherche d'un truc un peu, tu vois? C'est une bonne question. Je suis un peu entre les deux. Moi, du coup, en tant qu'artiste moi-même, je ne crée pas de contenu. Du coup, je travaille avec l'artiste pour... accompagner et puis faire les contenus avec les différents créatifs. Mais je suis vraiment entre les deux. Parce que je pense qu'il faut du deux. Il faut vraiment essayer d'avoir un peu ce brainstorming au départ où on va aller dans la partie artistique. Qu'est-ce que l'artiste veut faire ressentir? Avoir vraiment une trame. Et ensuite, après, aller dans les techniques de OK, il faut que ce soit plus catchy, il faut que ce soit moins long, plus court, dire ça et pas ça. Parce que c'est aussi le risque, des fois, il y a des artistes qui veulent pas s'exprimer, par exemple, sur les réseaux, par exemple, face caméra et autres. Donc, c'est de trouver en fait, une stratégie qui permet de rester eux-mêmes et puis d'être quand même présent sur les réseaux. C'est là la difficulté, des fois, c'est parce qu'il faut, il faut quand même être dans un entre-deux, pas faire un truc complètement à côté. Comme on l'a dit, on n'invente pas la roue. Donc, si ces contenus existent, c'est parce qu'ils fonctionnent. Et du coup, c'est pas forcément d'être complètement à côté, d'être avec ça, mais de mettre un peu cette touche qui est à l'heure et de pas travestir en tout cas cela.
Là, on parle justement de l'importance des réseaux. Tu le disais avant, hein, que c'est vraiment important d'être sur les réseaux pour un artiste, pour justement traverser ses frontières. Ouais. Mais quand même, quand on revient aux bases, un artiste, c'est quelqu'un qui est sur une scène face à un public en vrai, Ouais. à l'ancienne. L'ancienne. Ouais, vraiment. Non, mais tu vois, en vrai, est-ce que là, tu parlais un peu d'authenticité. Est-ce que c'est important que en fait, l'artiste soit le même sur scène que sur les réseaux, par exemple? Alors, oui, c'est important. Je pense que c'est là où l'enjeu il est difficile parce que du coup, si les réseaux sont travaillés de manière stratégique et qui sont juste axés contenu à fond, venez voir ce que je fais, et puis qu'en fait, ça se traduit pas de la même manière sur scène, en tout cas en live, bah c'est décevant parce qu'on s'attache à un personnage, bien sûr, un persona aussi, et du coup, lorsqu'on va le voir sur scène, c'est important que ce qu'on a essayé de mettre en place sur les réseaux se traduise aussi en live. Si la personne est expressive sur les réseaux, c'est pas en live qu'il faut qu'il soit timide. Et c'est souvent c'est ça. Bien sûr. C'est vrai que depuis aussi, bah voilà, avec le Covid, je sais pas si on peut dire le mot maintenant, mais voilà. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça va. C'est le mot comme Voldemort en fait. Faut pas le dire. Parce que sinon il revient. Il revient, c'est ça. Là, on approche l'hiver, donc j'ai pas envie que... Du coup, ça fait que les gens, ils ont aussi beaucoup créé de contenu, mais ils ne sont pas, on va dire, confrontés à la réalité de voir des gens. Et du coup, lorsque tu vois des gens sur scène et que tu dois chanter, que tu dois communiquer avec eux, des fois, il y a moins cette habitude-là. Et pour moi, la DA, elle s'exprime vraiment aussi en live. Donc, du coup, c'est vraiment d'être hyper serein, en fait, avec ce personnage qu'on se crée sur les réseaux, de pouvoir le vivre aussi ailleurs. C'est chaud, ça, hein. Parce que sur les réseaux, c'est tellement court, tu montres ce que tu veux. Tu crées une personnalité, mais sans problème. Hein. Ouais, de ouf. Tu t'inventes une vie. Tu t'inventes une vie. Et en fait, sur scène, mec, tu dois t'inventer une vie pendant 1h30. Pendant 1h30, chaud, hein. Et puis là, les gens te regardent et te jugent, en fait, tu vois, complètement. Et du coup, en plus, tu es sur un podium, il y a la lumière. Donc, c'est de vraiment incarner ce personnage, vraiment, ce personnage, de l'incarner à 100%. Et ça, c'est le travail, en fait, d'une direction artistique, vraiment. C'est de pouvoir le faire incarner. D'où le fait de ne pas aller à côté, parce que si on crée un personnage fictif de A à Z, lorsque la personne sera devant les gens, ils vont se décomposer. Donc, c'est vraiment d'être proche de ce que la personne est déjà de base et de construire autour, en fait. Comme ça, il n'y a pas de surprise. C'est ça, en fait. C'est de pas non plus partir... truc, Si tu es timide, on garde ta timidité et on fait quelque chose de beau. Mais c'est pas de te rendre extraverti et puis sur scène, tu n'es pas extraverti parce que la vérité, c'est que tu es timide, tu vois. C'est de rester dans un truc cohérent quand même, mais d'embellir, en fait, cette réalité, l'embellir dans le sens où de la rendre belle, en fait, et de continuer à vraiment la vivre aussi comme quelque chose de beau, en fait. Mais du coup, tu penses quoi d'un rappeur comme Lorenzo, qui, à la base, le gars, c'est un premier de classe, qui a fait des interviews en parlant le français comme jamais on a parlé français, en 18e siècle. Abusé. Et puis maintenant, en fait, c'est un malade mental. Tu vois, lui, c'est vraiment un personnage à 100%. Ça le ressemble pas trop. De ouf. Bah, moi, je connais bien Hiro, qui est son réalisateur, justement, avec qui on a travaillé aussi sur le projet Arma. Et en fait, c'est une équipe c'est des bosseurs de malades, tu vois. C'est des acharnés de travail. Et du coup, qu'est-ce que je pense, c'est que je pense que c'est des vrais stratèges, tu vois. C'est des gens qui sciencent la musique, tu vois. Et du coup, qui sont vraiment... je respecte déjà à 100%, et je trouve que on n'en parle pas assez, en fait, de cette partie-là d'entrepreneuriat, de stratégie, de se prendre la tête, parce que ça a l'air d'être facile de faire du contenu catchy, et c'est plus compliqué que de faire ça que de faire du contenu réel, tu vois, enfin du contenu authentique. Donc, non, mais tellement, à part ça, quand tu regardes en plus ce contenu, et c'est là qu'il est vraiment extrêmement bien fait, c'est que tu regardes le gars, t'es là, mais mec, il y a rien qui va, en fait. Les gars, ils sont en mode total impro tout le temps, mais en fait, pas du tout. C'est trop intéressant ce que tu dis, que c'est encore plus... Enfin, que tu as des équipes derrière, et je pense que tu retrouves ça chez plein d'artistes, en fait. Chez plein, mais particulièrement chez eux, parce que eux, ils ont chaque sortie est une stratégie pensée, mais vraiment, mais c'est loin, ça va loin, dans les images, dans les retours qu'ils auront qui peuvent être négatifs, qu'on va reprendre pour après faire ça. Tout est stratégie, tout en est fait. stratégie. Ils ont vendu des cartes Pokémon, ils ont fait des trucs de ouf, tu vois. C'est trop bien. Mais vraiment de ouf. Et je trouve que là, pour le coup, la DA, elle est très, très, très bien travaillée. Elle est très claire. Les gens comprennent quand on parle de Lorenzo, c'est quoi le personnage. Et pourtant, tu parles avec lui, c'est quelqu'un d'hyper calme, tu vois, posé, qui a une vision très claire. Donc, moi, je respecte totalement. Ça t'a boosté dans ta manière de travailler aussi, de travailler avec des équipes comme ça?
de pouvoir toucher, parce que c'est quand même du haut niveau, je trouve. Ouais, c'est du très haut niveau. Ouais. Ça m'a boosté en fait dans le sens où, tu vois, moi j'ai de rencontrer aussi à travers le projet Armad Action pas mal de gens en France. Tu vois, on a bossé avec Youssoupha dans son label, avec justement Bomae Music et tout. Et du coup, moi de voir ça en tant que jeune, qui était aussi à l'époque aussi fan, moi j'écoutais pas mal de Youssoupha et d'autres artistes aussi français, de côtoyer un peu de proche et de voir que c'est naturel, mais il y a beaucoup de travail. Ça m'a motivé. Moi, j'ai toujours été acharné de travail dans le projet, mais là, vraiment, ça m'a permis de comprendre que la musique, certes, c'est une passion, mais derrière, il y a des équipes, donc c'est un vrai travail. Souvent, les gens ne se rendent pas compte quand ils disent « Ah, tu fais de la musique. » Ouais, bien sûr. C'est la musique, ouais. C'est quoi. Puis quand tu dis « tu fais de la musique », on pense à un mec qui fait du piano, tu vois. Ouais. Abusé dans ta fait le conservatoire. Abusé dans ta chambre, ou je sais pas tout. Mais à part ça, c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'on a un collègue, Buddy, qui est notre directeur artistique et qui est passé dans ce podcast aussi, qui vient d'arriver en fait en Suisse, il vient de Lyon. Okay. Il a travaillé avec beaucoup de youtubeurs, dont Zach Nani, c'était son boss et tout. Donc il a côtoyé plein de gens. Et puis quand il nous en parle, c'est hyper intéressant parce que tu vois un peu la face cachée. Et en fait, tu te dis, c'est des mecs qui font des vidéos dans leur chambre en calbute. Et en fait, pas du tout. La stratégie derrière, elle est folle. Et, et personne ne remarque. Et tout le monde, en consomme. Et lui, il disait, mais il y a des choses qui se font. Et puis là, il nous parle de certaines choses, de stratégies pour des trucs et tout. T'es là, ok. En fait, le gars, il déconne pas. En fait, il y a vraiment un truc en plus qu'on voit pas. Et en fait, justement, là, tu parlais de la musique. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose. C'est que... Et des heures de boulot. Ouais, des heures de boulot, du travail de concevoir des choses plus loin que juste un mec qui chante dans un micro, tu vois. Mais de ouf. Et surtout qu'aujourd'hui, la musique, c'est pas juste la musique. Tu vois, quand on en parlait avant de Lorenzo, lorsqu'on est allé travailler avec... Enfin, on les a vus et aussi dans leur bureau. Eux, ils ont des espèces de grands bureaux avec... Il y a des youtubeurs. En fait, c'est vraiment une espèce de gros coworking, tu vois. Et il y a des studios de youtubeurs, il y a des youtubeurs qui sont ici, il y a des rappeurs et tout. Mais tout c'est un écosystème entier, en fait. Ils travaillent ensemble et ça comprend comment les youtubeurs fonctionnent. Ok, je passe sur ta chaîne YouTube, mais toi, tu passes après sur mon truc. C'est tout un truc vraiment qui est hyper pensé. Et puis, du coup, aujourd'hui, l'artiste ne peut pas juste être artiste musique, tu vois. Je pense qu'un artiste s'exprime par le prisme de la musique, mais tout comme il pouvait s'exprimer dans le prisme de la vidéo et dans la photo. Clairement. Donc c'est de réussir aussi à une fois sortir de son prisme aujourd'hui et de dire voilà, moi je peux aussi imaginer des concepts vidéo. Si j'arrive pas à les faire, je peux trouver des créatifs qui peuvent m'aider à le faire. C'est vraiment de réussir à sortir de ce prisme-là et de travailler avec tous les canaux disponibles. Tu penses que c'est fini l'époque un peu des artistes, je dirais, sans stratégie, un peu à la Francis Cabrel, ou tu sais, des mecs, en fait, c'est des poètes de fous, enfin, je trouve, qui sont trop forts, et puis en fait, on les entend pas. Et ils se font connaître juste grâce à leur musique, du coup. Attends, ça, c'est une très très bonne question. En vrai, est-ce que ça peut encore exister ? Je pense que ça peut encore exister. Mais du coup, dans le sens, l'artiste peut exister comme ça. Il y a des artistes qui n'ont pas besoin de penser à ça. D'où la force du coup des managers ou bien des producteurs qui peuvent encore recruter en fait ce genre d'artistes, les repérer et après mettre une équipe autour pour après mettre en avant. Je pense que rien marche sans stratégie. Hein. Toute entreprise en fait fonctionne comme ça. Un artiste, ça devient une entreprise. Donc, s'il y a un but en tout cas de pouvoir vivre de ça, non. Si c'est pas un but de vivre de ça, mais juste de se faire connaître, je pense que oui. Il y a des jams, il y a plein de concerts disponibles, tu vois. Mais du coup, je pense que l'artiste, si lui-même il n'a pas de stratégie et tout ça, il peut se faire entourer d'équipes et puis il peut réussir. Et je pense que du coup, c'est toujours important de rester fidèle à son art et d'être vraiment hyper concentré et passionné et de pas réfléchir stratégie au départ, de juste faire de la musique et après de s'entourer de gens et de faire la stratégie lorsque c'est pour vraiment vivre. Ouais, parce qu'en fait, où je veux aussi en venir, c'est que les réseaux sociaux, on a l'impression qu'ils font que d'exploser et que c'est où il faut être. Et puis en même temps, il y a une partie aussi d'artistes, que ce soit des réalisateurs comme Christopher Nolan, que ce soit des musiciens, etc., qui n'ont pas les réseaux sociaux. Et qui ont même des fois, comme Christopher Nolan, il n'a pas de smartphone. Parce qu'il dit que ça le distrait de tout ce qu'il pourrait avoir comme idée, etc. Est-ce que ce serait pas aussi... Est-ce qu'il n'y a pas un peu un... On a l'impression que ça va en avant, et puis en même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas un retour aussi à l'authenticité, comme au début, en fait ? Alors, c'est une question de merde que je te pose là. Tu vois ? Oui, déjà, je pense que oui, mais je pense que c'est aussi... En fait,
Tu vois, c'est une question de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Si tu as de l'argent, tu as du temps. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, Damso peut se permettre de faire 2 ans de pause. Ouais, tu vois, ouais. parce qu'il y a même Nekfeu, parce qu'il y a de l'argent, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est différent. C'est pour ça que je dis, toute une question de stratégie, de vie, tu vois. Si tu vis de la musique aujourd'hui, tu peux réfléchir différemment en disant, voilà, je pense qu'une stratégie de être moins présent, c'est déjà plus intéressant. Okay. Et ça, je pense que si un jeune qui démarre la musique et qui veut vraiment percer, comme on dit, tu vois, vivre, je pense que c'est très difficile de faire sans ça, à part s'il y a une stratégie d'aller dans toutes les scènes de Suisse et de France et tout, et puis de se faire connaître de manière organique, c'est aussi possible, mais c'est une stratégie. Ou à part avec du pistonnage aussi. Aussi, ça existe toujours, mais beaucoup moins parce que les labels prennent moins de risques. Les labels prennent des risques là maintenant où il y a des artistes qui ont déjà en fait une communauté et tout, tu vois, c'est comme des banques en fait, donc elles vont pas faire des prêts à quelqu'un qui peut pas rembourser le prêt, tu vois. Du coup, c'est quand même, ils prennent moins de risques et du coup, je pense que c'est possible lorsqu'on a le temps. Donc s'il y a des moyens, c'est possible. Mais s'il y a peu de moyens puis qu'on veut vivre de cette activité, encore une fois, vivre dans le sens pécunier, bah, c'est plus compliqué. Il faut faire, c'est un canal de diffusion, donc il faut faire avec ça. Pour revenir un peu à l'image, parce que notre podcast, quand on l'a créé, quand même, c'était pour l'image. Donc, on va faire quand même des petits liens par rapport à ça pour les gens qui nous écoutent. Il y a une chose importante je pense quand on est manager, c'est de trouver les bonnes équipes pour l'artiste. Quand je dis équipe, c'est un réalisateur, si on veut faire des clips, un photographe, etc. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Comment tu vas sélectionner? Je pense pas que tu as qu'un photographe et puis un réal et puis une équipe. Comment est-ce que tu t'entoures? Alors, moi, je m'entoure en fonction du mood board, du vision board qu'on fait avec l'artiste. Soit il a déjà une direction artistique et du coup, c'est de reprendre un petit peu. Typiquement, est-ce qu'il est au 35 mm? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus avec du grain? Est-ce que c'est très clair, c'est très clean et tout ça? Donc, ça dépend un peu de ce style, un peu d'image. Moi, j'aime bien travailler avec plusieurs personnes différentes. Un réa qui fait que la réa, un qui va faire que de l'image, par exemple. On travaille aussi avec des set designers, enfin des gens qui vont amener un peu des petites touches, des détails qu'on n'a pas forcément. Je pense plus on est, mieux c'est. Mais après, il faut quand même choisir des gens qui sont hyper efficaces dans leur domaine. Aujourd'hui, tout le monde est un peu multifonction parce que vu qu'ici, il n'y a pas forcément un marché du cinéma, du coup, les gens qui font de la réa, à la base, dans le but de faire du cinéma, ils ont déjà fait de la pub, ils ont déjà fait des clips. Du coup, il y a vraiment une vision un peu 360, donc c'est bien, mais c'est bien d'avoir 2-3 personnes qui sont comme ça c'est complémentaire réellement. Et comme ça, il y a vraiment le meilleur de chaque pôle qui est bien et que ce soit pas juste quelqu'un qui fait tout, qui fait la réa, qui fait les prises d'image, qui fait le montage, qui fait... C'est cool parce que ça économise, on va dire, du temps, surtout de l'argent des fois aussi. Mais je trouve que c'est dommage parce que ça peut pas faire vivre vraiment une image correctement parce que la personne elle est limitée, elle va pas pouvoir pousser à fond tous les pôles. D'ailleurs ça en fait c'est pire cool que tu parles de ça parce qu'on en a déjà discuté plein de fois durant les podcasts. C'est justement cette expertise et de en fait finalement au bout d'un moment, nous on en parle souvent avec Will en off où on dit mais en fait au bout d'un moment tu plafonnes si t'es tout seul. Tu sais, tu plafonnes en mode t'as vu en fait tu peux pas aller plus loin. Au bout d'un moment il va falloir diviser les tâches pour être meilleur dans ta tâche. Tu vois ce que je veux dire un peu? Complètement. Je sais pas si t'es... Alors moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe avec qui je travaille dans la réal. Et du coup, on peut se diviser les tâches et du coup, on va plus loin, un bout plus loin. Mais avant, j'étais tout seul. Et quand tu es tout seul, tu plafonnes, comme je disais. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de diviser. Des fois, il y a, je trouve, dans notre région, un peu ce truc de on veut pas partager. C'est ça. Tu vois? Et moi, ça me dérange beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé ce podcast avec Will. C'est parce qu'on voulait partager, on voulait être ensemble, on voulait accueillir des gens qui partagent leur expérience. Et des fois, on ne veut pas partager par peur qu'on nous vole le travail ou par peur de machin. On veut tout garder pour nous. Sauf que j'ai l'impression que si on reste tout seul, on ne va jamais avancer. Ou en tout cas, beaucoup moins vite. Tu sais, il y a cette fameuse phrase qu'on dit souvent, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et il y a vraiment ce truc-là, et tu en parles maintenant, donc je trouve ça hyper intéressant. Et puis là, on parlait de l'image, mais je pense que c'est la même chose aussi dans la prod musicale pure. Tu vois, je sais pas, je suis pas trop du milieu, donc je saurais pas, enfin je suis un auditeur, j'écoute, mais je connais pas en fait les secrets, tu vois. Et est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des multicasquettes, qui s'occupent de, je sais pas, masteriser, mixer, ils font tout,
comment toi tu travailles aussi un peu? Là, je te lance comme ça, j'ai pas vraiment une question prédéfinie, mais tu vois ce que je veux dire un peu? Complètement. Enfin, dans la musique, je pense pour parler de manière générale, parce que pour parler pas que de musique, mais vraiment général, milieu artistique, c'est comme ça parce que les opportunités, elles sont minimes, tu vois, vu qu'il y a il y a pas vraiment un marché. Il y a du marché quand même on va dire dans le milieu de la musique, mais il est petit. Du coup, lorsqu'on fait de la réa, en fait, tu vois, les gens, ils ont un peu peur de partager certaines choses. Ça se fait de plus en plus maintenant, depuis que TikTok, Instagram est là. Les gens, ils voient aussi qu'en France, les gens travaillent comme ça. Du coup, ça inspire. Et je pense qu'il y a des générations, des jeunes là qui arrivent, qui sont vraiment dans cette démarche-là, dans cette identité de on est ensemble. Et ça fait du bien. Moi, je le vois avec vraiment des plus jeunes avec qui on bosse sur des projets. Ils sont vraiment chauds, en fait. Ils sont dans cette optique-là de collaborer et de travailler. Mais malheureusement, peu structurés dans ces parties de contrat. Qui a les droits d'auteur, comment, des trucs comme ça qui sont des fois... C'est hyper important. Hein. Qui sont hyper importants. Qui fait que lorsque tu es conscient de ça, du coup, tu évites de travailler avec trop de monde. Lorsque tu comprends en fait, tous ces enjeux de contrat et tout, donc tu es un peu plus réticent à travailler avec beaucoup de monde parce que du coup, tu te dis ça va être compliqué, ça va être une galère, comment on va répartir tout ça. Donc du coup, je peux comprendre aussi qu'il y a un peu cet entre-deux qui est important à trouver. Dans la musique, ça se fait un peu au feeling au départ et puis après, on trouve un peu les équipes. Mais ouais, moi, je le vois dans l'image quand on fait avec des photographes ou avec des réalisateurs. C'est compliqué de prendre des gens que, par exemple, moi, je connais et que la personne ne connaît pas parce qu'elle serait un peu limitée en mode ouais, mais qui va faire le montage? J'ai pas trop envie que les images elles soient montées par quelqu'un d'autre ou vice-versa. Donc... petit à petit, et je pense que c'est plutôt les plus jeunes qui vont l'amener, plus que notre génération, les autres générations. Si on parlait de ce qui te rend aussi heureux dans ton taf, tu as eu un parcours où tu as testé un petit peu plein de choses, comme tu nous expliquais, où tu as eu un parcours musique, photo, et maintenant management, etc. Tu trouves ton compte? Non, pas toujours. Ouais. C'est pas toujours parce qu'effectivement, je pense, et ça c'est le truc que je dis aussi aux artistes, c'est que plus on est multifonction, moins on est en fait. L'important c'est d'être vraiment et d'être à sa place, même si on peut dire ouais mais je suis un couteau suisse et tout. C'est souvent le truc quand on fait beaucoup de choses. Moi c'est souvent mon truc qui est sorti. Je suis couteau suisse, j'aime bien faire plein de choses. Je pense que je suis bon dans la gestion et le travail maintenant c'est de réussir à être plus dans la gestion d'équipe, de travailler vraiment avec les équipes et d'être plus vraiment le manager des équipes que les managers des artistes aussi. Et ça, c'est... Du coup, là, je suis dans la transition. Tu vois, d'être moins dans l'exécutif vraiment, mais d'être vraiment plus dans la gestion de ça, de comment faire grandir le projet et tout ça. Et donc, du coup, là, je trouve mon compte dans le sens où je suis heureux d'apprendre cela, d'apprendre à gérer une entreprise, à gérer les équipes, Ouais, je suis dans ça actuellement. Ouais, et du trop coup, bien. Ça me fait du bien. C'est beaucoup de stress, forcément. Bien sûr. Et donc, j'essaie de trouver cet équilibre-là et on m'aide bien. Je suis aussi entouré. J'ai ma copine avec qui je travaille aussi dans les projets qu'on a l'été avec les buvettes. Donc, je suis bien entouré et ça me fait du bien. C'est cool. C'est intéressant ce que tu disais, de se retrouver en étant plus un couteau suisse, je sais plus exactement comme tu le disais, mais vraiment de trouver sa voie et de pas être un couteau suisse, mais de trouver pour se retrouver en fait. C'est un peu abstrait, mais je trouve hyper intéressant. Parce que comme tu dis, ça me parle beaucoup en tout cas personnellement. Dans ma période de vie, justement, ce que tu dis, on fait un peu de tout, on essaye de faire tout, on touche à tout, puis au final, c'est peut-être pas la solution. Ouais, parce que du coup, tu te dis, mais quand même, quand tu te présentes, c'est pas clair, tu vois, c'est beaucoup de choses et tout, tu vois, du coup, donc c'est bien de trouver en fait, la zone de génie et de dire, ça, c'est ma zone de génie, c'est là où je suis hyper bon, tout le reste, je suis pas bon. Et même si je sais bricoler, je peux faire un peu d'admin et tout, mais je suis pas bon. Je préfère me dire je suis pas bon. Comme ça, ces choses-là, elles sont soit c'est réglé. C'est réglé. Il n'y a pas de souci, tu vois. De dire voilà, c'est là où je suis bon. Et vraiment faire ce truc, Pareto en fait, tu vois. 20-80, d'être vraiment là dans sa zone de génie à fond. Tout le reste, pas besoin de perdre du temps, on va dire, entre guillemets, tu vois. Mais ça, il t'a fallu du temps pour découvrir ça. Ouais, beaucoup, malheureusement. Parce que découvrir ce 20%, où t'es fort et puis qui te demande aussi moins d'efforts. Ouais. Et plus de résultats, du coup. Ouais. Ça, il faut du temps. C'est pour ça que je pense que, pour moi, il faut faire, en fait. L'important, c'est de faire plein de choses. Tu vois, si cette génération, aujourd'hui, on est en train de faire un podcast, et ça, c'est cool. Il y a beaucoup de gens qui écoutent à longueur de journée des podcasts de motivation, de je sais pas quoi, mindset, tout ça, et ils passent pas à l'action. Ouais. Tu vois, ils se disent, mais peut-être je suis pas bon dans ça. Mais en fait, tu sais pas, faut faire, faut que tu sors dehors, tu prends ton appareil, tu fais des trucs. Et à force de faire, tu vas te dire, ouais, mais moi, en fait, la photo, j'aime moins, je préfère la vidéo, tu vois, je préfère ça. Et je pense que c'est vraiment de passer à l'action, c'est ça que je dis et je redirai à chaque fois.
passe à l'action et tu sauras simplement c'est si clair. t'es bon, c'est moins bon, tu vois. C'est Orelsan qui dit ça, hein. Si tu veux filmer, il te faut juste un truc pour filmer. Oui, il a trouvé ça. C'est juste un truc qui filme, et ça, c'est vrai, tu vois. Et là, après, petit à petit, tu vois, moi, je suis dans ce truc de je passe à l'action, j'ai fait tellement de choses dans ma vie, et que j'ai aimé, d'autres que j'ai moins aimé, d'autres que je suis plus aligné aujourd'hui, d'autres moins du tout. Aujourd'hui, je sais que je suis bon dans des trucs intéressants, d'autres où je suis moins bon, mais que j'ai fait. Et je me dis aujourd'hui, je préfère être dans ce que je suis bon et faire ça, simplement, tu vois. Et je trouve que, tu sais, quand tu es dans ce dont pourquoi tu es fait, les dons que tu as, ça se fait naturellement. Je sais pas comment dire. Enfin, t'as pas besoin d'y mettre tant d'énergie, je trouve. Bien sûr que tu y passes du temps, mais en termes d'énergie, moi, je vois qu'il y a des choses maintenant, elles me vident pas de mon énergie. Au contraire, elles vont me nourrir. Tu vois, quand je suis dans ce que je dois faire vraiment. Et quand je suis dans cette vérité, on va dire, je sais pas comment le dire autrement, ça se fait tout seul. Et c'est bon. Et c'est super bon. Et puis les trucs où je me disais, je m'y accroche parce que j'ai pas envie de déléguer, parce qu'en fait, je veux être le couteau suisse. C'est hyper plaisant d'être le couteau suisse. Je suis bon dans tout. La réalité, c'est que non, en fait. C'est ça. Et quand tu les délègues et quand tu es là, purée, j'ai vachement plus d'énergie qu'avant. Je vais vachement plus loin qu'avant. C'est un truc de fou, en fait. C'est clair. De ouf. Mais l'autre parce qu'il y a cette première phase et tu as après la deuxième phase de réussir à déléguer ce que tu faisais à la base, tu vois. Et ça, c'est ça où aujourd'hui je suis dans cette configuration-là où c'est difficile parce que vu que tu le faisais aussi avec un certain niveau et puis surtout une exigence de toi-même. C'est clair. Qui fait que lorsque tu vas déléguer ça, au départ, il faut trouver. C'est dur. Et aussi trouver la pédagogie de l'enseignement, de comment tu vas donner la tâche. Avec, voilà. Et ça, c'est vraiment un autre travail. Et je pense que j'encourage en tout cas à chacun d'apprendre en fait cette partie-là de gestion, de management, d'expliquer les choses vraiment pour que ça soit vraiment bien délégué et puis qu'on ait vraiment que le 20% réellement. Et je trouve qu'on n'y est jamais totalement. Je sais pas comment dire. Moi, j'ai l'impression de devoir me le dire à moi-même, tu vois, ce qu'on se dit là, de devoir me le répéter. Parce que sinon, je retombe vite dans mes vieux travers. De vouloir tout faire par moi-même, pas faire confiance, tout faire moi-même. Ne pas oser demander de l'aide à quelqu'un aussi, parce que c'est aussi ça, c'est de l'ego, enfin tu vois, c'est pas bon quoi. Et je dois me le répéter. Je trouve il n'y a pas un moment où tu dis c'est bon, c'est acquis. Tu vois, en fait tu dis ok, j'ai compris ça, maintenant continue de l'appliquer. Tu vois. C'est des habitudes en fait qui sont tellement ancrées. Et puis je pense qu'il y a aussi un truc quand même un peu particulier, c'est quand tu es autodidacte. Comme Will et moi ou toi ou enfin toutes les personnes qui nous écoutent qui sont autodidactes, t'as quand même ce truc t'as toujours dû te démerder pour toi-même, tu vois, et du coup après c'est difficile parce que t'as trimé te dire ah bah maintenant j'arrête de trimer, tu vois ce que je veux dire, t'as un peu ce truc en fait non, c'est mon lifestyle d'être dans la merde et puis d'essayer d'en sortir et puis voilà, alors qu'au fait t'as trimé pour justement arriver à un moment de ta vie où tu peux arrêter de trimer et déléguer à des personnes super compétentes et de te focaliser sur ce dont toi t'es compétent. Mais abusé, mais cette espèce de trauma qui reste. Mais trop, vraiment. Coup, quand t'es trop tranquille, tu te dis mais c'est bizarre, non, avant je suis c'est une thérapie aujourd'hui, les gars. C'est peut-être aussi la force d'avoir ce caractère-là, c'est que du moment où t'es plus dans la merde, moi j'ai un certain confort dans la merde, hein, j'avoue. Non mais moi j'aime trop la merde. Non, il y a quand même un côté, tu sais, quand ça devient trop stable et tout. Moi j'aime bien me dire viens on relance un nouveau truc et là t'as tes collègues derrière qui sont oh non William il est en train de repartir dans un truc, mais tout le temps quand ça devient trop confort, moi j'aime pas. Tu sais, moi mes vacances j'aime pas aller dans un 5 étoiles, oui une nuit, mais après je me fais chier. Moi j'aime aller dans un bus camping dans un pays nordique, tu vois ce que je veux dire. En été. T'es en Suède. J'adore ça. Confort. J'adore ça. Il y a juste les moustiques que j'aime pas. Ça, c'est un gros problème. Mais tout le reste, j'aime me mettre dans la merde. Tu vois. Mais vraiment. Voilà. Donc, n'ayez jamais travaillé dans notre agence. Jamais. En fait, quand c'est trop stable, j'aime pas en fait. Tu vois. Puis des fois, je mets des petits trucs comme ça. Tchac, un petit coup de merde. Tu vois. Mais en fait, il y a un côté. On rigole, mais il y a un côté positif à ça. C'est aussi, c'est toujours de la remise en question et toujours de vouloir aller chercher plus loin. Mais ça, on en avait déjà discuté aussi. C'est que. C'est aussi ça le moteur. Il y a des gens qui aiment aussi être confortables et c'est trop bien. Après, je pense que tu peux être confortable tout en ayant cherché cette merde. Tu vois, je pense qu'on peut renommer les trucs, mais je pense que tu peux aller gratter, aller chercher plus loin, te remettre en question et tout.
avec un certain confort. C'est bien, on finit sur un podcast scatophile, c'est cool. Abusé. C'est aussi le profil de gens, tu vois. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est résoudre des problèmes, en fait. Tu vois. Et du coup, lorsque tu as cette vision entrepreneuriale, tu es toujours en train de chercher un problème à résoudre, tu vois. Alors que quand tu es plus dans un truc safe, en fait, t'es pas en train de résoudre des problèmes, tu es en train juste de tranquille de faire le truc. L'entrepreneuriat, c'est ça, en fait. Chaque fois qu'il y a un problème résolu, c'est pas l'autre problème, tu vois. On prend le suivant. Moi, quand je suis en vacances, c'est très dur pour ça. C'est hyper dur. Okay, ils nous envoient des messages en vacances. Ma femme, elle pète un plomb parce qu'elle dit mais il faut que tu fasses quelque chose en fait. Vraiment, parce qu'en fait, c'est bien, ça me fait du bien de dormir et de passer 2-3 jours, tu vois. Mais quand les vacances, elles durent 3 semaines, mec, j'ai envie de relancer 10 entreprises. Ouais, tu te dis, mais ça, on peut faire ça. C'est trop de temps. Ouais, trop de temps. Ouais. Peterson, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces 5 prochaines années? 5 prochaines années, c'est précis. Dans 5 ans. Dans 5 ans, là, si demain tu te lèves, tu as ce que tu veux, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Franchement, d'être un bon manager d'équipe. Du coup, cette fois-ci, pas d'artiste, mais d'équipe. De réussir à vraiment être toujours fidèle aux valeurs que j'ai, aussi forcément d'union, aussi de porter, en fait, en tout cas, Lausanne, en tout cas, ma vie de cœur, dire, en tout cas, sur la carte, en tant qu'agence, d'être une référence en tant qu'agence, en tout cas, pour les artistes en Suisse, ici, et d'être, toujours avec le smile. Trop bien. Ça. Trop bien. Merci d'avoir été présent parmi nous. On peut te suivre sur les réseaux. Donc il y aura tout en description, bien sûr, comme d'habitude. Allez suivre Pete et puis allez suivre Mont-Lausanne aussi. Donnez-leur de la force. Merci à toi, William, comme d'habitude. François. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés, nous avoir regardés. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Ciao. Yes. Trop bien.